Bonjour, dans notre dernière vidéo, on a fait ensemble un examen de JavaScript qui consistait à faire un QCM avec le langage Markdown. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous trouverez la vidéo quelque part dans les recommandations de YouTube. Dans cette vidéo, on va faire à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on va écrire un questionnaire pour des étudiants en JavaScript. Et la différence, c'est qu'au lieu de faire un quiz ou un QCM, on va faire une question de codage où les étudiants vont devoir coder et on va en fait écrire des tests qui vont permettre de tester le code des étudiants et donc de leur donner une note en fonction de ce qu'ils ont écrit. Donc au début, ça fonctionne à peu près pareil que pour les quiz, c'est-à-dire qu'on va travailler dans le répertoire qui s'appelle Exam Data. Dans la vidéo précédente, on avait créé un fichier qui s'appelait exercice 1 quiz template. Cette fois-ci, on va créer un fichier qui s'appelle exercice 1 code template. Évidemment, dans un même examen, on pourra avoir une partie dédiée au QCM, une partie dédiée au code. On peut même rajouter plusieurs exercices de différents types. Dans cette vidéo, donc, on va s'occuper seulement d'un exercice de code. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est normal. Les exercices de code sont un peu plus complexes à gérer et à corriger qu'un QCM. Vu qu'un QCM, en fait, pour le corriger, il suffit de savoir quelle est la bonne réponse et comparer la réponse de l'étudiant avec la bonne réponse. Dans un exercice de code, c'est un peu plus complexe puisque selon l'énoncé, il va falloir vérifier dans le code est-ce que l'étudiant a utilisé les bons mots-clés, les bonnes variables, les bonnes valeurs. Et parfois même, on va être amené à exécuter le code de l'étudiant pour voir si les sorties qui sont demandées dans les différentes fonctions, dans le code en général, ont été respectées aussi. Donc ça va demander une exécution et donc l'exécution de tests automatisés sur le code de chaque étudiant. Du coup, la forme du fichier qui décrit les énoncés et les tests permettant d'évaluer les étudiants est un peu plus complexe que celui des quiz. Ça reste du Markdown. On va voir qu'on peut toujours faire de la mise en page, enfin de la mise en forme, pardon, comme sur GitHub. Par contre, il va y avoir plusieurs sections. Alors, pour rien oublier, j'ai fait un petit copier-coller d'un fichier minimal de code. Tout en haut, on retrouve un peu comme dans les exercices de QCM notre énoncé. Donc, par exemple, on va demander à l'étudiant d'afficher Hello World dans un alerte. Donc, je vais écrire cet énoncé. Voilà, c'est un exercice typique de JavaScript en niveau débutant. Donc ça, c'est ce que verra l'étudiant. La première chose qu'on va faire, c'est tester que tout fonctionne bien. Donc même principe que dans la dernière vidéo, il suffit d'exécuter npm start, ce qui va avoir pour effet de compiler ce fichier et de préparer l'interface web du logiciel d'examen. Donc voilà la page que verra l'étudiant quand il se connectera sur l'interface d'examen. Donc là, on est en mode test, donc il n'y a plus besoin d'être connecté avec son compte étudiant, il n'y a pas besoin d'attendre que le prof ait activé l'examen. Si vous êtes intéressé par ces parties, allez voir la vidéo précédente. Là, on va vraiment aller dans le vif du sujet avec les questions de code. On retrouve bien notre énoncé ici et l'étudiant est invité à taper son code JavaScript dans cette partie-là. Et comme dans la vidéo précédente, quand l'étudiant a fini, il peut rendre sa copie. Ce qui peut nous intéresser maintenant, évidemment, si je tape n'importe quoi, si je tape juste alerte, on ne va pas être capable d'évaluer quoi que ce soit. Okay, donc là, clairement, le truc, ça ne nous amène rien d'intéressant, 0 point. Même si je mets la bonne solution, on va voir que on sera incapable d'évaluer la réponse de l'étudiant, vu qu'on n'a pas défini les critères de passage de ce qu'il a écrit. Si je fais alert hello world ici et que je rends la copie, on va quand même se retrouver avec 0 point. D'accord ? Donc, une fois qu'on a écrit notre énoncé, il va d'abord falloir fournir la solution de l'exercice. Donc je vais la fournir comme ça. Ça, c'est ce qui sera visible à l'étudiant après qu'il ait rendu sa copie, si on active l'option correspondante. Et après avoir écrit la solution, je vais entrer une zone en fait, de texte qui sera colorée et qui respectera la syntaxe du langage JavaScript. Et là-dedans, j'écris ce que j'attends comme solution de la part de l'étudiant. Alors c'est un exemple de solution, évidemment. Il y a des exercices où il est possible de soumettre plusieurs solutions différentes pour avoir le même résultat. Ici, il n'y a pas 10 000 façons de faire un alerte avec Hello World dedans.
Donc voilà, ça c'est la solution qu'on s'attend à avoir de la part d'un étudiant. Si on redémarre notre serveur et que je rafraîchis l'écran, on va voir que une fois que j'aurai rendu ma copie, la solution s'affichera avec la coloration syntaxique. Très bien, ceci dit, on n'a toujours pas expliqué à la machine comment évaluer le code de l'étudiant. Donc c'est là que ça va se jouer en fait. L'évaluation, elle se joue après donc les points d'interrogation qui délimitent la partie de l'énoncé avec sa solution, puis après le double tiret qui sépare la solution du code d'évaluation. Le code d'évaluation, il est décrit en JavaScript, donc on va aussi faire une partie de code JavaScript ici. Et pour savoir combien de points vont être accordés à l'étudiant, il y a une fonction spéciale qu'il va falloir appeler qui permet de décrire le nombre de points donnés. Et pour faire ça, on va fournir un tableau qui contient des valeurs 1 et 0 selon que telle ou telle partie de l'exercice a été respectée. Je vais prendre un exemple que j'avais déjà écrit ici, qui va nous servir de code de départ. Donc voilà, là on a une fonction qui s'appelle evaluate student code. On voit qu'on a une variable erreur qui est nulle. On a un vecteur en fait, ou un tableau de score avec des 1, 1 et 1, 0. Et on a un appel à une fonction qui s'appelle application remote send dans laquelle on passe l'erreur éventuelle. En réalité, je passe jamais d'erreur à ce stade. Peut-être même que dans les futures versions, j'enlèverai ce paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est celui qui nous permet de passer le tableau correspondant aux différentes parties de l'exercice que l'étudiant a bien ou mal faites. Donc là, évidemment, l'étudiant aura toujours le même score puisqu'on a mis notre tableau de score en dur. On va juste tester ça pour voir si ça marche. Donc je sauvegarde et on relance. Donc maintenant, si je relance, je t'appelle n'importe quoi, je sors de mon champ, ce qui va permettre d'exécuter le test, et on voit que j'obtiens 2 points. 2 points pourquoi? Puisqu'on avait 2 critères à 1 point, plus 0, ce qui fait bien 2. Donc maintenant, le but, ça va être de faire en sorte que le score corresponde vraiment au code qui a été saisi par l'étudiant. Donc on va remplacer les 1 et 0 en dur ici par des véritables tests. Le but étant, sachant que ce code-là, il va falloir aussi l'exécuter. Première chose qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est récupérer en fait le code de l'utilisateur. On va représenter comme ça, on va utiliser la notation template de ES6 qui va, en fait, cette chaîne de caractères va contenir tout le code de l'étudiant. Et si on veut exécuter ce code, on va utiliser la commande eval. Alors rassurez-vous, de toute façon, pour chaque étudiant, l'exécution de ce code est exécutée dans une sandbox, donc dans une sorte de machine virtuelle dans laquelle il n'est pas possible de faire grand-chose. D'ailleurs, vous allez le voir, il va falloir qu'on passe à un contexte si on veut utiliser des fonctions extérieures. Bonne pratique, c'est exécuter le code dans un try-catch quand même. Comme ça, si jamais on obtient une erreur de syntaxe par exemple, on va pouvoir stocker ça. Première chose que je vais faire ici, l'erreur, je vais toujours envoyer nul, parce que si on envoie une erreur ici, ça interrompt l'exécution du test, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut que si jamais le code s'exécute avec une erreur, on puisse quand même exécuter les tests suivants. Donc la première chose qu'on va vérifier dans le test, c'est est-ce qu'il y a une erreur ou pas. Et on va dire que s'il y a une erreur, on aura 1 point s'il n'y a pas d'erreur, et on aura 0 point s'il y a une erreur. Ça va être le premier argument. Deuxième chose qu'on pourrait tenter de vérifier, c'est est-ce que on a bien appelé la commande alerte dans le code. Donc pour ça, on peut utiliser une expression régulière. Donc on va aller tester l'expression régulière suivante qui dit que ça contient alerte. On peut aussi utiliser index_of pour ça. Donc ça va être la deuxième chose. Enfin, la troisième chose, c'est qu'on va vérifier que alert a bien été appelé avec la bonne valeur. Donc on va créer une variable qui va s'appeler goodResult par exemple. Et goodResult, initialement il va valoir rien du tout.
et il va changer de valeur si jamais l'étudiant appelle la fonction alerte qu'on va créer pour lui. Donc là, il faut respecter vraiment la lettre qui est écrite dans l'énoncé. Je vais remonter cette variable aussi pour qu'on soit voilà, sûr d'avoir les bonnes choses. Très bien. J'aurais aussi pu enregistrer le dernier message qui a été passé à la fonction alerte et le stocker. J'ai dû créer la fonction alerte ici parce que, comme je vous disais, le code va être exécuté dans une sandbox, et dans cette sandbox, la fonction alerte n'existe pas. On n'est pas dans le navigateur, on est dans une sorte de machine virtuelle. Donc c'est pour ça qu'ici je définis la fonction alerte. Ce qui m'arrange puisque ça va me permettre de vérifier si l'étudiant l'a appelé comme je l'attendais. Donc on va essayer les différents cas. Déjà on va voir si ça compile comme prévu. Ça a l'air pour l'instant. On va rafraîchir la page et on va essayer différentes approches. Première approche, ça va être de rien taper du tout. Donc si je sors du champ, je mets une réponse bidon, j'ai quand même un point parce que le code s'est exécuté sans erreur, a priori. Donc ça doit être mon premier critère qui est bon. Si je tape n'importe quoi, normalement il ne devrait pas trouver la variable, on va avoir une erreur de syntaxe. Donc pour l'instant ça va. Ensuite on a dit qu'on voulait vérifier que la personne avait tapé alerte. Donc je vais juste mettre alerte. Là, on a 2 points, parce qu'il n'y a non seulement pas d'erreur de syntaxe, mais en plus, on a utilisé la fonction alerte. Et enfin, si je fais alerte quelque chose, on est toujours à 2 points, parce qu'on a fait un alerte, il n'y a pas d'erreur, mais on n'a pas affiché le bon message. Enfin, si je respecte le message qui était demandé dans l'énoncé, là, on arrive bien à nos 3 points. D'accord? Donc ça prouve bien que nos tests sont exécutés ici. Donc là, on a testé en fait notre exercice, qui est très très simple. On l'a testé en local, avec un mode qui s'appelle Real-Time Eval, dans le sens où à chaque fois que je vais passer d'un champ à l'autre, ou d'un exercice à l'autre, ça va réévaluer la solution de l'étudiant et lui donner une note. Ce qui est très pratique, par exemple, quand vous voulez leur permettre de s'entraîner sur des concepts en leur donnant l'URL pour qu'ils puissent travailler de chez eux, par exemple. Alors évidemment, en situation d'examen, ça ne se passe pas du tout comme ça. On ne peut pas leur donner leurs notes pendant qu'ils font l'examen. Et dans ce cas-là, comme on avait fait dans la vidéo précédente, on va passer dans un mode où les réponses vont être stockées dans un backend. En l'occurrence, pour nous, on va le stocker dans Firebase. Et on vérifiera en une seule fois toutes les réponses qui ont été données par tous les étudiants. Donc là, je passe en mode Firebase. Et on va regarder ce qui se passe quand je fais ça. Il va falloir que je relance le serveur aussi. Donc pour observer ce qui se passe, on va ouvrir le Firebase de cette app. Il se trouve AJS QCM FT si mes souvenirs sont bons. Normalement, il devrait être vierge à ce stade. Voilà. Et il est inactif aussi. On va vérifier ça en rafraîchissant la page. Bon, comme on est en mode démo, ça force l'activation de l'utilisateur, mais c'est pas grave. On va essayer de taper quelque chose et de changer. Voilà, là on voit que la notation ne se fait plus, puisqu'on est en mode Firebase. Normalement, maintenant, on devrait voir mon démo user avec le code qu'il a rentré. Ce qui va être intéressant avec ça, on va essayer quelque chose. On va faire alerte bonjour. Donc on vérifie qu'il est bien dans notre backend. Et ensuite, une fois que tous les étudiants auront rendu leur copie et que tout sera stocké dans Firebase comme ça, il y a 2 manières de faire. Soit on fait un export au format JSON et on peut exécuter un script sur les exports, soit on peut exécuter un script qui va utiliser directement les données qui sont stockées sur Firebase. Pour ça, il suffit de faire npm run eval, ce qui va les récupérer les réponses de chaque étudiant et me donner les notes directement. Donc là, ça va exécuter les tests qu'on a définis et ça va me donner le score pour chaque étudiant. Donc là, par exemple, on voit que j'ai un score de 2 sur 3. Et si on remonte un petit peu, on va aller découvrir en fait la correction de mon exercice. Comme vous voyez, pour chaque étudiant, on a une partie code d'évaluation qui s'écrit ici. On voit marquer variant, ça c'est ce que j'expliquerai dans une 3e vidéo. On voit le code qui a été saisi par l'étudiant. Et on voit une partie code evaluation qui a l'air plutôt
vide, à part le fameux tableau qu'on a expliqué tout à l'heure qui permet de calculer le score de l'étudiant. Ce qui est intéressant à ce stade, ça va être de donner des retours à l'étudiant pour qu'il puisse s'améliorer et mieux comprendre ce qu'il a bien fait et mal fait. Pour ça, la pratique que j'ai développée depuis peu, c'est de créer une fonction res qui va consister à donner des points et à donner un message. Donc le but du jeu, ça va être de remplacer ici, dans le tableau, on va remplacer directement le critère de est-ce que le test est passé ou pas, par une condition qui va dire que si le test passe, on va appeler cette fonction avec un message qui indique que le test est passé. Sinon, on va appeler cette fonction avec un message qui indique que ce test n'est pas passé et qui va expliquer qu'est-ce qu'il était attendu de la part de l'étudiant. Et évidemment, dans chaque cas, il va falloir quand même retourner le nombre de points. Donc ici, dans le cas où le test est passé, 1 point, dans le cas où il n'est pas passé, 0 point. Donc je vais l'écrire comme ça pour qu'on ait un petit peu de place pour mettre des messages. Évidemment, cette fonction, il faut qu'elle retourne le nombre de points que la réponse fournit. Et évidemment, il faut qu'elle puisse afficher dans le résumé de correction quel est le message associé à cette notation. Pour ça, il y a une autre fonction qui est mise à disposition qui s'appelle application remote log. Et ce que j'aime bien faire ici, c'est que je mets soit un plus, soit un moins, selon que l'utilisateur, l'étudiant a fait quelque chose de bien. Pour l'instant, on va la faire vraiment simple, on va juste se contenter d'afficher le message. Et on va mettre dans le message directement si c'est positif ou négatif. Voilà. Donc là, c'est le code, on peut utiliser les templates, on sera un peu moins embêté par les apostrophes. C'est exécuté sans erreur. Et le deuxième cas, c'est erreur à l'exécution. On va remettre aussi les... Voilà. Et comme on a envie d'être précis, on va en plus ajouter l'erreur qui a été reçue lors de l'exécution. Donc on va faire error.message. Donc on va afficher en fait dans le corrigé de l'étudiant quelle erreur a été découverte en exécutant son code. On peut faire pareil évidemment pour les autres parties de l'exercice. Donc là c'est le cas où on cherche alerte dans son code. Le code contient bien un appel à alerte. Et là, le cas où ce test ne passe pas, le code aurait dû contenir un appel à alerte. Enfin, la dernière chose, c'est Hello World a bien été passé en paramètres. J'ai un doute. Toujours un doute avec paramètres, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Enfin, si jamais il n'a pas passé le bon paramètre, aurait dû être passé. Ok, donc normalement on devrait être bon avec ça. Je vérifie juste une dernière chose. Très bien. On va réexécuter ça. Là, ce qui est top, c'est qu'en fait, l'étudiant n'a pas besoin de repasser le test, évidemment, puisque les réponses sont toujours stockées en back-end. En fait, il suffit de réexécuter à nouveau le code d'évaluation. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompé dans mon code, en agrandissant là, on devrait avoir du vrai feedback pour l'étudiant. Donc on voit que son code s'était exécuté sans erreur. Son code contient bien un appel à alerte. Par contre, là où il s'est trompé, c'est qu'il a passé le mauvais paramètre. Donc si je fournis ça à l'étudiant, il va savoir exactement là où il a fauté et là où il a fait un bon travail. Donc ça lui permettra de s'améliorer pour les prochaines évaluations et puis accessoirement devenir un meilleur développeur si tout va bien. Je vais juste tester une dernière chose.
je vais faire exprès de créer une faute, une erreur de syntaxe. Donc maintenant, si je réexécute les tests, on va vérifier que notre message d'erreur s'affiche bien pour l'étudiant. Voilà, par exemple ici, on obtient l'erreur Unexpected Identifier. Une des choses que j'aimerais améliorer dans les futures versions, c'est d'être un peu plus précis sur l'affichage des erreurs. Par exemple ici, pouvoir mettre un petit pointeur qui indique à quel endroit se situe l'erreur pour que l'étudiant puisse s'y repérer. J'aimerais bien aussi, à l'avenir, pouvoir permettre une rédaction plus concise des tests. Parce que là, en fait, on voit que la partie la plus intéressante du test, en fait, elle se situe ici. Hein. C'est vraiment dans les critères, dans la logique du test. Il y a pas mal de code ici qui pourraient être partagés, genre les fonctions alerte, elles pourraient être stockées dans un package de fonctions qui simule le navigateur, par exemple. L'évaluation avec capture d'erreur, elle pourrait aussi être prise en charge par le moteur de test. Et la fonction REST, elle pourrait aussi être fournie. À voir si ça vaut vraiment le coup pour tous les types de tests. Avantage de cette manière de tester, c'est qu'il est aussi possible de faire des tests asynchrones, vu que la fonction à appeler, on l'appelle quand on veut, donc on peut très bien faire des set timeout, etc. pour délayer le moment de la décision du score final de l'étudiant. Donc inutile de dire que quand vous faites un test auprès d'une centaine d'étudiants, c'est quand même assez pratique d'avoir un système comme ça, parce que juste en faisant npm run eval, vous retrouvez avec les 100 copies qui sont corrigées hyper vite. Après, à la limite, ce que j'aime faire, c'est regarder à la main s'il n'y a pas eu d'anomalie dans la correction. Parce que parfois ça peut arriver, j'ai oublié un cas où l'étudiant a utilisé une fonction que j'avais pas prévue. Dans ce cas-là, je peux ajuster le tir. Et j'utilise beaucoup le diff qui est fourni avec Git pour savoir, quand je fais des modifications dans le code de correction, est-ce que ça a un impact sur les notes des étudiants, est-ce que ça a un impact positif, négatif, etc. Voilà, histoire que, en faisant une correction de, de la fonction d'évaluation, ça ne pénalise pas d'autres étudiants. Donc voilà, le processus est assez itératif. Généralement aussi ce que je fais, c'est que je leur fournis assez vite ces corrigés, pour que ce soit encore frais dans leur tête, et pour qu'ils m'annoncent le plus tôt possible s'ils observent des anomalies dans leur correction. Auquel cas je peux corriger le code de test, et ressortir des notes un peu plus correctes par rapport à ce qu'ils ont fourni. Donc voilà pour la partie code. Dans la prochaine vidéo, on repartira de ce code-là et je vous montrerai comment faire des variantes dans les exercices pour éviter le copiage entre étudiants. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo YouTube, ou sinon vous pouvez me pinguer sur Twitter, @AdrienJoly. Allez, bonne soirée, bonne journée, à plus.